Elles sont femmes, elles sont mères. Les statuts de l'autre moitié du ciel ne les empêchent pas de contribuer au plein développement de leur pays. Joël et Judy, deux spécialistes de la santé aux profils différents, ont décidé de s'occuper essentiellement de la santé de la population. La première, à savoir professeur Wendla Sida Joël Stéphanie Zabsonré Tiendrebego, rhumatologue au CHI de Bogodogo. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur. On rappelle également que vous êtes la présidente de la Société burkinabé de rhumatologie. En effet. Quant au docteur Wendla Mita Julie Adeline Kilem Kafando, elle exerce en tant que neurologue au CHI Yalgado Ouedraogo, c'est ça? Tout à fait. En plus, vous êtes épileptologue et neuropédiatre. Exactement. Exactement. Bienvenue, chers téléspectateurs de l'émission C'est ma santé, à ces numéros à travers lesquels nous magnifions la femme spécialiste de santé. Précision très importante, nos invités sont professeur Zabsonré est la première femme rhumatologue au Burkina. Et docteur Kafando est la première femme neurologue au Burkina. Exactement. Ok, bienvenue à cette émission C'est ma santé. Merci. On commence avec vous, professeur Zabsonré. Quel a été le déclic de cet amour entre vous et la médecine? Merci déjà pour cette invitation. Comme toute personne, le chemin et le parcours qu'on prend est inspiré par des devanciers. Nous avons eu la chance d'avoir côtoyé des maîtres de la médecine, notamment de la médecine interne, de la rhumatologie au Sénégal durant nos études médicales. Et ce sont ces personnes-là qui nous ont motivés et orientés, notamment vers la spécialité qu'est la rhumatologie. Mais avant cette spécialité, quel a été le déclic pour la santé, même de façon générale? Le déclic pour la santé, c'est parce que... À l'école primaire, au lycée, à l'université? J'ai eu la chance d'avoir des parents tous de la santé. Un père médecin, une mère infirmière qui m'ont... Donc on a côtoyé la santé depuis tout petit. Et à l'image de nos parents, on a envie de faire comme les parents en général. Et c'est ce qui a donné cet amour-là pour la médecine, notamment pour la santé. Et pour la spécialisation, c'est à partir de vos études en médecine que vous avez décidé d'embrasser cette carrière de rhumatologue. Exactement. Et c'est parti de quoi? C'est un modèle de personnes que vous avez vu ou c'est quoi? Ce sont des modèles de nos patrons et de nos maîtres, comme on dit, de la médecine au Sénégal. Parce que j'ai eu la chance de faire des études au Sénégal, une partie de mes études de médecine au Sénégal. Et ce sont ces patrons-là de la rhumatologie et de la médecine interne qui m'ont motivée. Docteur Kafando, est-ce que c'est un rêve que vous avez nourri depuis très longtemps de devenir médecin? Oui, parce que moi aussi, j'ai baigné dans un milieu médical. Tout autour de moi, il y a beaucoup de médecins, beaucoup de pharmaciens, des oncles. Et aussi, faut dire que le papa aussi très tôt a cru en moi et il m'a toujours encouragé en me disant « tu serais un bon médecin ». Donc, quelque part, ça a suivi. Et petit à petit, chemin faisant, on a trouvé une inspiration dedans, on a trouvé une vocation dedans. Voilà. Okay. Et après les études en médecine, vous avez pris la branche la neurologie. Exactement. Voilà. Pourquoi la neurologie? Alors la neurologie, c'est au fur et à mesure des stages, parce qu'on a d'abord les études théoriques et ensuite on fait des stages hospitaliers. Et au décours de ces stages-là, on voit des services, on fait des stages dans certains services. Et arrivé en neurologie, c'était vraiment un déclic. J'ai rencontré de bons enseignants qui ont su m'inspirer l'amour de la neurologie, qui ont partagé leur savoir avec moi. Et vraiment, je n'ai pas voulu faire une autre spécialité que la neurologie. Et surtout que bon, c'était un domaine qui était très masculin. Voilà. Très masculin parce que de façon générale, les femmes, c'est la pédiatrie, la gynéco. Mais vous avez décidé d'embrasser quand même des spécialités qui sont quand même particulières. Voilà. Pourquoi ne pas opter peut-être en son temps pour la pédiatrie, la gynéco et vous êtes venu à la rhumato? Non, ben je pense que la réponse est quand on voit des personnes de la spécialité qui vous inspirent, vous avez envie en fait d'imiter ces personnes-là et c'est ce qui nous a motivés vers la rhumatologie. Ce d'autant plus qu'en son temps, il n'y avait pas beaucoup de rhumatologues au Burkina. On s'est dit, bon, certainement qu'on va apporter notre pierre à l'édifice. Okay. Il n'y avait pas beaucoup de rhumato et il n'y avait même pas de femmes qui exercent cette spécialité-là. Pourquoi vous vous êtes dit que voilà, il faut que moi, professeur Zabsonré, je deviens
rhumatologue au Burkina Faso? Parce que vous êtes la première femme rhumatologue au Burkina. Je n'avais pas fait le lien avec le fait d'être une femme ou pas. Dans le cadre d'une spécialité, on aime, on a envie, on y va. Et en général, bon, femme ou homme, ce n'est pas un frein. Si on veut, on se donne les moyens d'y arriver avec beaucoup de travail, de la combativité. On arrive. Docteur, aussi, c'était votre cas. Si vous êtes la première femme neurologue, pourquoi vous avez décidé d'être la pionnière dans ce domaine? Bon, la pionnière, je ne savais pas que j'étais la pionnière en réalité. J'ai opté pour la neurologie, comme je l'ai dit, c'est vraiment une vocation. C'est une spécialité qui m'a beaucoup séduite et j'y suis allée vraiment de tout cœur, comme on dit, quoi. Voilà, j'ai découvert des aspects de la neurologie qui me posaient, qui m'amenaient à me poser des questions, à me dire, écoute, pourquoi tu ne vas pas faire ça, pourquoi tu ne vas pas ajouter après de l'épileptologie, ainsi de suite. Et bon, quand on a fini les études, on est rentré, et il se trouve que, bon, voilà, nous étions les pionniers de nos domaines, mais bon, c'était pas préparé à l'avance, non. Est-ce qu'après vous, il y a vos cadettes qui vous ont, il y a des cadettes qui vous ont suivi? Vous avez été aussi des modèles qui ont inspiré vos jeunes sœurs là, qui ont embrassé la même spécialisation? Ben, depuis lors, si on veut rappeler un peu, le premier rhumatologue au Burkina Faso est arrivé en 2006. Moi, je suis rentrée en 2011. Et la formation a commencé au Burkina en 2017. À ce jour, je pense qu'on a au moins une dizaine de femmes rhumatologues maintenant au Burkina. Je pense que cela vaut la dizaine. Et au niveau de la neuro? Au niveau de la neurologie, moi je suis rentrée, j'ai pris service en 2014, donc c'était un ratio de 7 hommes pour une femme neurologue à l'époque. Et au fur et à mesure, avec le diplôme d'études spécialisées en neurologie qui s'est ouvert au Burkina, de plus en plus, il y a des femmes qui s'y intéressent. Donc du coup, au jour d'aujourd'hui également, la discipline s'est un peu féminisée, voilà, par rapport à 2014. Quelle est la spécificité de la neurologie? C'est quoi la neurologie de façon? La neurologie, c'est tout ce qui s'occupe des maladies du système nerveux. Cela s'entend le cerveau, la maladie des nerfs, la maladie de la moelle épinière. Ça touche à cette discipline-là. Voilà. C'est une problématique majeure au Burkina Faso. Ah oui, vous entendez sûrement parler des AVC. Tout le monde dit AVC. J'ai fait la tension et j'ai eu une paralysie. Donc, surtout les AVC, aujourd'hui, c'est un véritable problème de santé publique. Toutes les couches de la population sont touchées à différentes tranches d'âge. Bien évidemment, c'est les adultes surtout, mais de plus en plus, on voit des sujets jeunes aujourd'hui qui font des AVC, qui sont victimes de l'AVC. Donc, c'est une discipline aujourd'hui et en plus, c'est une discipline qui est transversale. Elle et moi, on échange beaucoup parce qu'il y a des maladies rhumatologiques qui ont des manifestations neurologiques. Donc, ça fait que c'est une discipline qui est transversale. On travaille beaucoup avec nos confrères. À la rhumato, on voit que ce sont des problèmes d'articulation, les problèmes de dos. Est-ce que c'est essentiellement ça ou il y a d'autres pathologies que vous prenez en charge au niveau de la rhumato? La rhumatologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe de toutes les maladies des os, des articulations, des tendons, des muscles, des ligaments. Et vous savez bien que dans l'ensemble du corps, déjà tout le squelette de la tête aux pieds a de l'os. Donc il y a beaucoup d'affections en rhumatologie. Vous entendez parler des arthroses, par exemple, qui peuvent être au genou, au niveau de la colonne vertébrale. Il y a la goutte que beaucoup de gens connaissent, qui donne des problèmes d'articulation. Et il y a de grands groupes de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, avec une affection notamment ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde, qui atteint surtout des femmes jeunes avec des déformations au niveau des articulations. Il y a beaucoup d'affections, c'est assez divers quand même. Il y a les infections à certains cancers des os. Donc il y a de la diversité, c'est très intéressant de faire de la rhumatologie. Okay. Au début, comment étaient les débuts chez vous? Comme vous étiez la première dame, quand vous êtes rentrée avec vos collègues qui sont hommes, comment étaient les débuts? Est-ce que ça a été simple ou bien parce que vous êtes femme, vous avez été confrontée à un certain nombre de difficultés? Ah non, non, les débuts ont été simples. J'ai eu la chance vraiment, et je rends grâce à Dieu, d'avoir un dévancier, un patron, un pionnier de la rhumatologie très ouvert, professeur Dieudonné Ouedraogo,
qui est le premier rhumatologue et qui déjà avant de rentrer, je l'avais rencontré à un congrès à l'international et il était déjà très enthousiaste de savoir que il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à la rhumatologie. Il m'a dit il faut vite rentrer, il faut rentrer, il y a beaucoup de boulot et tout. Quand je suis rentrée, on était ensemble à Yalgado, on a commencé à travailler ensemble, mais vraiment c'était les bras ouverts que j'ai été accueillie. Il n'y a pas eu de difficulté, non, il n'y a pas eu de problème. Et au niveau de la neuro, docteur? Au niveau de la neurologie également, c'était vraiment une franche collaboration. Je suis rentrée également trouver qu'il y avait des maîtres, des aînés qui étaient là, en la personne du professeur Jean Caboret, professeur Christian Napon, professeur Lompo Labodi et encore d'autres aînés que je ne peux pas citer tout le monde, professeur Milogo Athanase Abobo. Donc c'est tous des aînés, des maîtres qui m'ont ouvert les bras, qui ont eu une attitude protectrice envers moi et surtout qui m'ont poussé à toujours aller de l'avant, à toujours chercher à faire mieux, à toujours chercher à faire une sous-spécialité dans le domaine de la neurologie. Donc vraiment, ça fait que l'intégration s'est bien passée et même avec les collègues des autres spécialités également, l'intégration s'est très très bien passée. Voilà. C'était pas difficile de voir certaines personnes, les malades qui perdent une partie de leur corps, de leurs organes. Je veux parler de l'AVC. Oui. Pour une femme, c'était pas difficile à supporter de voir un malade qui vient et qui n'arrive pas à se mouvoir. Bon, déjà, dans la pratique courante même de la médecine, on côtoie la maladie et c'est jamais facile. Même si ce n'est pas une paralysie, quelle que soit la maladie, il y a déjà un contexte émotionnel dedans. On essaie de garder les émotions de côté pour vraiment prendre en charge nos malades de façon optimale. Mais bien évidemment, bon, c'est vrai qu'il y a des situations qui touchent, mais on essaie vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes pour que nos malades aillent mieux. Et surtout de porter des messages d'espoir. On est paralysé, oui, mais avec la rééducation, avec une prise en charge adaptée, on peut récupérer. Il y en a qui récupèrent à 100%. Donc c'est source de motivation aussi. À chaque fois, on dit à nos malades, c'est un long combat. Nous sommes là avec vous et on se motive en fait. Voilà. Donc, bon, on essaie de gérer comme ça et bon, on avance. Ok, vous avez parlé de vos dévanciers qui ont été d'un soutien important pour vous. Mais maintenant, avec les autres collègues, est-ce que la collaboration était quand même parfaite? Parce que souvent, vous êtes président de la Société burkinabé de rhumatologie. Comment une femme peut arriver à s'imposer dans un milieu qui était déjà masculin? Avec la collaboration, elle est bonne avec les collègues. Avec tout le monde. Avec beaucoup de communication, on arrive à s'entendre. En général, c'est quand il y a des incompréhensions, c'est parce qu'on ne sait pas parler. Voilà. Donc, dans l'ensemble, on communique beaucoup. Je pense que mes collègues diront les WhatsApp, les appels, c'est à tout le monde, on se parle énormément. Et on arrive et on a la chance d'avoir vraiment des jeunes dynamiques avec nous, très motivés. Donc, la tâche est relativement... ça va. Chez vous, il n'y a pas des collègues qui essaient de mettre les bâtons dans les roues parce que vous êtes femme, on estime que vous ne devriez pas peut-être être à un certain niveau de responsabilité? Non, vraiment, non, ça n'a pas été le cas pour moi, très franchement. Comme je le dis, je les appelle des grands frères. Les grands frères, c'est le professeur Caboret, je dis c'est comme un papa, voilà, ils m'ont porté. Et à tout moment, même quand tu te dis là, je ne vais pas y arriver, il faut compléter la formation, il faut toujours avoir une formation continue. Ils te disent non, petite soeur, tu continues de te battre, il faut que tu fasses ça pour compléter, ainsi de suite. Même quand il y a des congrès et on pense famille, on se dit on va laisser les enfants seuls. Ils nous disent bon, écoute, il y a des moments pour essayer d'avancer aussi professionnellement. Donc ils sont toujours là et vraiment ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, là où ça a été un peu difficile au début, on est rentré spécialiste jeune. Donc, il est arrivé qu'il y ait des malades qui n'avaient pas la pleine confiance. Il y a un même qui est rentré une fois qui me dit, mais où est le docteur? Je dis, c'est moi le docteur. Il me dit, non, ça ne peut pas être vous, vous êtes trop jeune. Et puis bon, au finish, tu lui dis, faites-moi confiance. Et ce n'est pas
Avant, il me dit que mais vous n'avez pas les cheveux gris. Je dis non, de plus en plus, on essaie de se spécialiser tôt, voilà, jeune. Donc, on essaie de créer un climat de confiance avec nos patients, leur faire comprendre que la jeunesse aussi est un atout et la féminité aussi est un atout. Voilà. Vous avez été confronté à ce genre de situation parce que vous êtes jeune ou vous êtes femme? Il y a des patients qui refusent de se faire consulter par vous. Non, ce n'est pas des refus. On sent qu'ils sont un peu sceptiques au début. Mais après, bon, ils sont déjà là, ils ne repartent pas. Bon, ça se passe bien après. Oui. Est-ce que le côté femme ou mère est un atout pour vous, les femmes? Quand vous recevez les patients, est-ce que le côté mère est un atout pour vous? Vous arrivez quand même à compatir, voilà, émotionnellement, avec les conseils? Est-ce que c'est un atout? Je pense que pour les femmes, ça peut être un atout. Les femmes qu'on reçoit. Parce que dans à peu près 2/3 des cas, dans certaines affections, il y a beaucoup de femmes. Et en échangeant, on arrive, l'approche est un peu plus facile pour certaines femmes. Et on essaie de comprendre aussi les difficultés. Ça les apaise de savoir que, bon, quand elle vous dit oui, elle a mal au dos, les tâches ménagères et tout ça, on comprend très facilement. On essaie de leur proposer des solutions aussi, voilà, parce on est un peu face aussi aux mêmes difficultés. Ça peut aider, je pense, cela peut aider dans certains cas. Mais maintenant, en tant que spécialiste de santé, il vous arrive souvent que vous donnez tout pour sauver un malade et malheureusement la personne n'arrive pas à tenir. En ce moment, comment vous vous sentez en ce moment? C'est dur, hein? C'est pour ça que la charge émotionnelle est assez difficile. En général, en médecine, la charge émotionnelle est assez lourde. Mais bon, on est affecté, hein? Parfois, je dis parfois même peut-être un peu plus que la famille, on est affecté. Et cela même se ressent au niveau de nos familles. Cela impacte même la famille. Quand on rentre le soir, on n'est parfois pas bien et tout ça. Donc, c'est pas toujours simple. Mais on arrive, bon, voilà. Cela se compense peut-être par les cas où il y a des issues heureuses. Sinon, forcément que, voilà, on a de notre humanisme qui est encore là. Et, faut arriver à trouver le juste milieu, comme on aime dire. C'est avoir de l'empathie. Et c'est l'équilibre, en fait. Et ce n'est pas toujours évident. Mais on travaille aussi sur soi. Parce qu'il y a d'autres dimensions souvent qui rentrent en jeu. Avec certaines approches, on arrive à surmonter. Parce qu'il ne faut pas baisser les bras. On est dans un domaine où on se bat pour la vie. Même quand il arrive qu'on perde des patients dans certains cas, il faut continuer parce qu'on arrive à en sauver d'autres. Donc, ce n'est pas pour autant que le médecin il baisse les bras. Comment gérer ce genre de situation? Est-ce qu'il fallait des cellules qui prennent en charge au niveau de l'établissement sanitaire? Parce que vous prenez en charge les patients, mais il y a des moments où vous avez besoin d'être pris en charge émotionnellement. Oui, bon, je pense qu'avec les collègues, peut-être que les autres arrivent à percevoir. On se soutient, on communique beaucoup dans des situations difficiles. Mais peut-être que, je ne sais pas s'il y a des projets là-dessus, la prise en charge psychologique des aidants, des soignants surtout. Parce qu'il y a des moments, on voit hein, dans l'entourage, dans les collègues, il y en a qui font aussi un burn-out parce qu'il y a des situations assez difficiles. Ok, docteur, vous avez été confronté à ces cas? Vous avez quand même essayé de sauver un patient qui malheureusement perd la vie? Oui, aussi bien dans le domaine de la neurologie générale, dans le domaine de l'épileptologie, on a souvent perdu des patients. Dans le domaine aussi de la neuropédiatrie, parfois on a des enfants qui malheureusement décèdent. C'est vraiment des situations tragiques, mais on se dit, on donne le meilleur de nous-mêmes. Il y a la part de ce que le médecin peut faire, mais il y a la part aussi qui ne dépend pas forcément de nous. Donc on essaie de tenir et de se dire qu'il y a quand même des patients qui arrivent à s'en sortir. On garde le bout positif pour essayer d'aller de l'avant, quoi. Voilà, on trébuche, mais on se relève. Voilà, c'est important. Et aussi le fait que nous soyons dans des services où nous ne sommes pas seuls, on a des collaborateurs, on se parle.
devant des situations tragiques, on se parle, on fait un peu comme un staff matinal chez nous au service. Donc les situations difficiles, on échange entre confrères, voilà, confrères, consoeurs, et souvent, bon, ça permet aussi de partager la charge émotionnelle quand on perd un patient. Voilà. Sinon, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de prise en charge psychologique des médecins assez organisés. Et puis bon, aussi, on se parle entre collègues. Une fois qu'on rentre à la maison aussi, bon, souvent, l'époux va partager un peu de notre souffrance. Parce qu'il m'est arrivé de rentrer, le moral à plat, je lui dis, bon, il y a telle situation. Et puis bon, il est là, il t'épaule, il te dit, écoute, voilà. Vois plutôt le positif, vois tout ce que tu as pu sauver, et puis bon, ce que tu n'as pas pu sauver, ce n'est pas forcément de ta faute. Voilà. Et l'époux est très capital alors. Important même. Je vois que le professeur voulait réagir par rapport à ça. Ah oui, oui, je pense que c'est la même chose. L'époux, même les enfants. Oui. Moi, il m'arrive aussi de me parler aux enfants de certaines situations et tout. Et cela permet de soulager. Si, c'est important. Voilà. Nous allons parler maintenant du plateau technique. On entend dire que les spécialistes de santé burkinabés sont très bien formés, mais le problème se situe au niveau du plateau technique. Est-ce qu'au niveau de la neurologie, le problème se pose là-bas aussi? Oui, le problème se pose au niveau de la neurologie. Déjà, même les explorations en neurologie sont assez coûteuses. Quand on parle de cerveau, ce n'est pas une écho, ce n'est pas une radio, il faut faire un scanner, il faut parfois faire une IRM. C'est vrai qu'il y a une subvention de l'État qui est là, mais ça coûte quand même encore cher pour une certaine frange de la population. Il y a des examens aussi qui sont spécifiques à la neurologie, tels que l'électroencéphalogramme, l'électroneurommyogramme. C'est des examens quand même qui sont encore assez coûteux et qui ne sont disponibles pour la plupart qu'à Ouagadougou. Donc quelqu'un qui est à Dori, quelqu'un qui est à Koudgou, qui veut faire l'examen, est obligé de venir jusqu'à Ouaga pour le faire. Donc le plateau technique, c'est vrai qu'il y a un effort qui est fait, mais il y a encore beaucoup d'efforts qui doivent être faits pour que vraiment ce soit quelque chose de disponible pour tous les malades. Voilà. Au niveau de l'épilepsie, c'est surtout la prise en charge médicale. L'accès aux médicaments est souvent difficile, on a beaucoup de ruptures. Les médicaments classiques usuels qu'on avait avant sont disponibles, mais de plus en plus, il y a une nouvelle génération de médicaments avec moins d'effets secondaires qui sortent et ils sont très coûteux. Et alors qu'on sait que l'épilepsie, c'est une maladie neurologique chronique. Il y a des malades qui sont sous traitement depuis 10 ans, 15 ans, donc ça a un coût financier. Voilà. Au niveau de la rhumatologie, est-ce que le problème de plateau technique se pose aussi à votre niveau? Oui, mais les explorations, surtout les explorations déjà, on a un certain nombre d'examens comme le scanner, l'IRM, qui ont le coût dont elle a parlé. Et il y a aussi, dans le grand groupe des maladies auto-immunes, certaines prises de sang qu'on appelle les auto-anticorps, qui coûtent excessivement cher. Cela peut avoisiner autour de 80 à 100 000. Donc pour le citoyen lambda, cela revient assez cher. Et ce n'est pas tous les examens qui sont disponibles localement, notamment même à Ouagadougou. Donc il arrive que certains prélèvements soient expédiés à l'extérieur. Il y a le facteur coût, il y a le facteur temps, il faut attendre 2-3 semaines pour avoir le résultat, pour pouvoir proposer une prise en charge, il y a tout cela. Et quand on parle de plateau technique, on pense déjà à Ouaga, mais dans les régions, c'est encore plus difficile. On a un certain nombre de rhumatologues à Gawa, Ouayugia, Tenkodgo, et ils n'ont pas toutes les explorations pour les patients. Donc ce n'est pas toujours évident. Oui. Est-ce que les problèmes rhumatologiques constituent un problème de santé publique au Burkina? Est-ce que les Burkinabés en souffrent réellement? Ah oui. On a essayé de faire un travail déjà sur 14 ans. Les centres où il y avait des rhumatologues, on avait 23 550 patients qui venaient consulter. Dans l'ensemble, sur les 14 ans, ça fait déjà beaucoup. C'est vrai que dedans, quand on regarde, c'est le grand groupe des arthroses. Les arthroses, c'est souvent invalidant et en termes de retentissement économique, social et économique, c'est beaucoup. Parce que ce sont des maladies chroniques qui impactent
le travail, les activités de la vie quotidienne avec tout le corollaire que cela aura sur la vie du patient, sur son entourage. Et cela, c'est un problème de santé publique. Oui. Au niveau de la neurologie, est-ce qu'il y a de l'engouement dans les centres de santé pour les consultations? Est-ce qu'il y a un monde fou qui se présente à vous chaque jour pour des besoins de consultation? Oui, surtout que moi je fais de la neuropédiatrie. Pédiatrie, surtout avec... Voilà, la demande elle est très forte. La demande est très forte et même en matière d'épileptologie, la demande est très forte. Ça fait que les carnets de rendez-vous sont souvent chargés. Bon, c'est pas évident. La demande est forte. On espère vraiment qu'avec la spécialisation qui s'est ouverte au Burkina, nos plus jeunes frères et sœurs qui embrassent la neurologie comme spécialité vont vraiment aller vers des sous-spécialités et vraiment pour qu'ensemble on puisse prendre en charge nos malades de façon optimale. On a fini le côté professionnel, on va aller dans le côté familial. Voilà. Comment vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie de famille? En tant que médecin, quel genre de femme vous êtes à la maison? Comme je dis, quand on quitte l'hôpital, on devient des femmes, des mères. Voilà, on dépose la blouse et puis on vient, on s'occupe de la maison, on fait le ménage, on fait la cuisine, on s'occupe des enfants. C'est vrai qu'on n'est pas tout le temps là. Parce que quand vous regardez un peu tout ce qu'on a, on parle beaucoup de soins, mais il y a d'autres aspects qu'on n'a pas abordés, notamment l'enseignement et la recherche, qui font qu'on n'a même pas les horaires de la fonction publique normale, pour ne pas dire qu'on n'a pas d'horaire. On sait à quelle heure on sort, on ne sait pas à quelle heure on revient. Donc déjà, on est obligé d'avoir quelqu'un pour nous aider pour les enfants, sinon c'est difficile. On ne peut pas être là tout le temps pour les laver, leur faire à manger et tout. Même si c'est une question d'organisation. Parce qu'après, même si on n'est pas là tout le temps, nous, on s'est imposé, par exemple, tant que possible le week-end, d'être disponible pour la famille. C'est-à-dire voilà, faire la cuisine, s'occuper des enfants, être là, au moins le week-end. Même si, parce qu'en semaine, là, c'est vraiment assez difficile. Vous n'êtes pas fatigué, vous voulez évacuer la fatigue de la semaine le week-end? Non. C'est bon, on est un peu fatigué, mais ça va. À l'hôpital, vous êtes enseignante à l'université Zeki Zéro. C'est pas évident quand même. Non, mais on s'organise. Il y a le temps de repos. Tout cela fait partie de ces moments-là. Et c'est reposant d'être avec les gens qu'on aime aussi, de partager ces moments de distraction. Ça va dans l'ensemble. Ok, docteur, à votre niveau, vous êtes neurologue, épileptologue et puis enseignante également à l'université. Comment vous arrivez avec tout ça, concilier ça avec la vie de famille? C'est pas du tout simple quand même. Est-ce que vous arrivez à être une bonne mère en famille? Bonne mère, bonne épouse, bon médecin, tout ça c'est relatif. Ouais. En tout cas, on essaie de compartimenter les choses. Moi, c'est comme ça que je vois ça, une organisation. Le matin, tu sors pour un objectif, c'est aller soigner les gens malades. S'il y a un programme de cours, on le fait. Et après, le temps qui est imparti à la famille, généralement, j'y tiens. Et je crois qu'en expliquant aux malades aussi que, par exemple, à partir d'une certaine heure, faites-moi un WhatsApp, ne m'appelez pas, surtout parce que j'ai la famille aussi. Au fur et à mesure, les malades comprennent un peu la situation dans laquelle nous sommes. Donc, on y arrive. On essaie vraiment et toujours, la vie familiale, c'est un socle pour nous. Parce que moi, un peu, ma vie familiale, quand je rentre à la maison, c'est un peu comme là où je vais prendre de l'énergie. Et le matin, quand je repars, je suis d'attaque. Donc, il faut que cette vie familiale-là soit stable, équilibrée, pour que tu puisses à chaque fois aller te revigorer. Le soir, quand on arrive, on fait réciter les leçons d'histoire géo, on fait faire les calculs, voilà, on gronde, on fait la cuisine. Donc, on est comme toutes les dames, on va dire, toutes celles qui ont un métier, je pense. Voilà. S'occuper de la famille, concrètement, ça se manifeste comment? À vos temps libres.
Qu'est-ce que vous faites concrètement de vos temps libres à la maison? À nos temps libres, c'est faire la cuisine, essayer d'avoir des activités avec la famille. Là, la famille nucléaire, monsieur et les enfants. Voilà, on peut se mettre un film et puis tout le monde participe, ou on décide que on va faire telle activité, on peut sortir, se retrouver quelque part. On peut même s'inviter entre familles et on se retrouve pour vraiment changer d'air, comme on dit. Voilà, donc en tout cas, on essaie de maintenir ça parce que c'est important pour notre équilibre. Voilà. Essayez de faire l'effort pour concilier vie de famille et vie professionnelle, mais souvent, ce n'est pas du tout évident. Est-ce que souvent, il n'y a pas de plaintes au niveau surtout du mari? On dit madame n'est jamais là, elle sort tôt le matin, elle a des consultations à l'hôpital. Après, elle doit foncer à l'université pour donner des cours. Elle revient fatiguée, elle n'a pas le temps de monsieur. Comment vous arrivez à... Est-ce qu'il n'y a pas de plaintes à ce niveau? Ben, on a la chance. Moi, j'ai la chance d'avoir un époux qui est médecin aussi et qui est enseignant aussi. Donc, qui comprend tout ce qu'on fait, tout ce qu'il y a comme activité. Il les vit aussi. Donc, il a une bonne mesure de la situation, de la tâche, de la charge de travail. Il la vit de la même manière. Donc, ce qui fait que, bon, voilà, il comprend, hein, il comprend très bien. Les enfants aussi, d'ailleurs, parce que on est assez complices, on se parle beaucoup. Et voilà. Docteur, est-ce qu'il n'y a pas de plaintes souvent, malgré votre bonne volonté à pouvoir concilier les deux? Bon. Il arrive souvent que monsieur se plaint quand même parce que vous êtes parti tôt le matin, vous revenez tard la nuit et c'est tout fatigué. Oui, on peut avoir des plaintes. Moi également, mon époux est de la santé. Il comprend les enjeux. Il m'épaule beaucoup. Par exemple, dans le cadre de l'enseignement et autres, il peut m'aider dans des recherches. Vraiment, il comprend, il fait beaucoup de concessions. C'est peut-être une grâce pour nous. Je ne sais pas si tout le monde arrive à comprendre ça, à transcender certaines choses. C'est vrai qu'il y a des plaintes, parfois il peut être déçu parce qu'il peut rentrer, vouloir qu'on ait une vie de famille et moi je suis fatiguée, je cherche qu'à dormir. Mais on essaie de se rattraper, on essaie de créer vraiment une vie de famille où la communication règne, où on se parle. C'est important d'échanger. Et quand tu n'es pas disponible, c'est aussi avoir... la gentillesse de revenir dire après, c'est vrai que tu m'as sollicité pour telle tâche, je n'ai pas été à l'écoute, mais je suis là maintenant, voilà, je m'excuse. Voilà, c'est aussi ça, c'est rester humble et puis bon, connaître aussi sa place d'épouse, c'est très important. Voilà, merci. Alors, est-ce que cette vie professionnelle, quelque part aussi, ne joue pas sur l'éducation des enfants? C'est vrai qu'avec le monsieur, lui, il peut comprendre, mais les enfants, souvent, c'est pas évident. Est-ce que, à la limite, la télévision où il y a les mauvaises compagnies ne remplace pas l'éducation que vous devriez donner aux enfants parce que vous n'êtes jamais là? Ah bon, on essaye, je pense, d'être là tant que possible. C'est vrai, on n'est pas là pour les laver, faire la cuisine tout le temps, voilà, les déposer à chaque fois, les chercher à chaque fois. Mais on essaye, quand le besoin est là, d'être présente. Et concernant les enfants, on essaie de réguler. Il y a des règles. Je pense qu'il y a un certain nombre de règles qui sont instaurées. Et avec un peu de discipline en plus, ils arrivent à comprendre à quel moment on regarde la télé. C'est vrai qu'il y a des moments, même quand on est là, on trouve que bon, c'est long, ça fait longtemps que vous êtes devant la télé, il faut arrêter. Je pense que c'est avec la communication qu'on arrive à leur faire comprendre les difficultés qu'on a. Sinon, je ne pense pas on est parti, c'est vrai, mais en termes d'éducation, elles sont dans l'ensemble assez disciplinées, je pense, et comprennent bien où est leur place. Cette chaleur maternelle ne les manque pas quelque part. La chaleur maternelle. Quand le besoin est là, on est là. Quand il y a... Je suis pas... Non. Parce que quand on rentre vraiment, on est ensemble, il y a beaucoup de choses, on se parle, on est dans le même environnement. C'est pas quand on rentre, on va faire autre chose. Voilà. Quand on rentre, on est vraiment pour eux. Donc, bon, on essaie de trouver l'équilibre. Oui. Okay. Docteur. Oui, c'est comme elle a dit, hein, on essaie
d'aménager le temps de sorte à ce que les enfants même sentent qu'on est là pour eux. Par exemple, l'année scolaire comme ça, il arrive que quand on rentre le soir, tout comme l'enfant étudie, maman aussi étudie, on est sur nos machines. Souvent, je dis à mes enfants, je dis, vous voyez, maman continue d'étudier. Hein. Donc, vous aussi, venez vous asseoir et on se booste. Parfois, je dis, il faut donner le meilleur de vous-même. Vous voyez, maman travaille toujours, mais maman continue d'étudier. Donc, vous voyez, on ne finit pas d'apprendre. Et quelque part, bon, c'est aussi un message qu'on leur passe, c'est de toujours chercher à s'améliorer. Et bon, les temps de distraction aussi sont là, où on fait autre chose, où on est là, on est à leur écoute. Voilà, qu'est-ce qui ne va pas à l'école? Et il y a quelque chose que, moi par exemple, j'aime bien faire. Le matin, je fais tout pour déposer mes enfants à l'école. Parce que c'est un moment privilégié, c'est un moment où vraiment je discute avec eux. Voilà, si tu vas à l'école, aujourd'hui tu as tel programme, essaie de faire ci, essaie de faire ça, ainsi de suite. Donc bon, on essaie, on n'est pas tout le temps là, mais quand même les moments où nous sommes là, on les capitalise. Voilà, c'est ce que je peux dire. Voilà. Quelle est votre perception de l'émancipation de la femme? Émancipation de la femme. Je ne sais pas si c'est plus ce mot. En fait, moi, je pense qu'on est complémentaires. Voilà. Émancipation, pas trop. Parce que quelque part, les hommes nous écoutent beaucoup. Ils tiennent compte de nos avis. Et de plus en plus, les filles sont scolarisées. Elles essaient d'aller loin dans leurs études tant qu'elles peuvent. Donc, pour moi, c'est une complémentarité. Si on n'avait pas cette complémentarité-là, je ne pense pas qu'on aurait pu avoir autant de casquettes, on aurait pu... Voilà, donc, pour moi, il n'y a pas d'émancipation, mais plus une complémentarité. Pour ça. Moi, je la rejoins, je suis d'accord, on est complémentaires avec les hommes. Hein. C'est vraiment une équipe, quoi. Il n'y a pas... Voilà, je la rejoins complètement. Mais est-ce qu'au Burkina, vous estimez que les droits des femmes sont respectés? Parce que les femmes qui continuent de souffrir, vous êtes agent de santé, vous voyez qu'il y a des femmes qui sont mutilées, qui sont privées aussi de leurs droits. Bien sûr. Voilà. Sur ce point, quelle est votre réaction? Ça, c'est les dimensions, il faut continuer le combat. Il y a vraiment des situations souvent difficiles qu'on voit. Et il y a tout un plaidoyer à mener pour ces cas-là. Que ce soit les cas de mutilation génitale, les cas de violence faite aux femmes, c'est réel et il y a tout un plaidoyer à faire dans ce sens. Et on est consciente de ça. Quel doit être le rôle de la femme au Burkina? Est-ce qu'elle doit se contenter du rôle de ménagère à la maison, s'occuper uniquement de la femme, ou elle doit sortir pour pouvoir quand même chercher à faire quelque chose, comme vous l'avez dit, pour être quand même complémentaire à l'homme, chercher quelque chose à faire pour quand même contribuer au développement de sa nation. Il y a des femmes qui disent qu'il faut être femme de foyer et puis c'est suffisant. Quel est le rôle de la femme? C'est le foyer. La place de la femme plutôt. Je pense qu'il faut que la femme se batte pour épauler son époux. Femme au foyer uniquement, je ne suis pas sûre que cela permette de... Même pour les enfants et tout, il faudrait... Moi, je pense qu'on peut arriver à aussi bien faire les tâches ménagères, même si c'est difficile, et aussi avoir une activité qui est génératrice de revenus. Il faut absolument arriver à faire les deux. Parce qu'on a beau dire, hein, l'autonomie financière, là, elle est importante pour l'équilibre. Et par ça, il n'y a pas deux chemins, il faut travailler. La place de la femme, est-ce que c'est dans la cuisine ou bien elle doit sortir pour quand même chercher à faire quelque chose? Bon, sortir, est-ce que c'est le terme que j'emploierais? Mais je dirais, aujourd'hui, l'homme fait face à beaucoup de challenges. Tout le monde parle de vie chère et il faut épauler nos époux. Dans le sens d'épauler les époux, nous sommes aussi quelque part des soutiens de famille. Parce que là, on voit famille, mais il y a aussi nos parents, nos frères et sœurs qui comptent sur nous. Donc, quelque part, même quand la femme dit qu'elle est femme au foyer, on se rend compte derrière qu'il y a une activité qu'elle mène. J'ai plein d'amis qui
elles se disent femmes au foyer, mais elles ont des boutiques, elles font des achats en ligne, qu'elles revendent, ainsi de suite. Donc, quelque part, elles ont une activité génératrice de revenus qui leur permet quand même d'épauler le monsieur. Voilà, donc, femmes au foyer, là, c'est entre guillemets. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de, on va dire quoi, d'arrêter, de figer, non. Elles disent qu'elles ne vont peut-être pas dans un bureau où elles n'ont pas une activité avec des heures de travail régulières, mais toutes les femmes sont battantes. Vous avez eu tout un parcours brillant et édifiant à l'école, votre parcours académique. C'est-à-dire, au départ, est-ce que c'était évident de la part des parents? Parce qu'on a vu certains parents qui disent qu'il ne faut pas laisser la femme atteindre aller loin à l'école, atteindre un certain niveau d'études. Sinon, par la suite, elle aura des problèmes pour avoir un mari. Voilà, ça c'était la perception de la société. Est-ce que vous, votre cas, vous avez eu des problèmes comme ça? Où les parents refusaient, ou bien c'était des hommes qui venaient dire ne laissez pas la fille aller loin à l'école parce qu'après elle aurait des problèmes pour s'insérer dans la société, pour avoir un bon époux. Voilà, il y a ces questions-là qu'on entend souvent. Moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça. Dans l'entourage, je n'ai pas eu des gens qui disaient non, il faut t'arrêter, il faut l'arrêter. Non, au contraire même, c'était toujours viser plus haut. Voilà, toujours essayer de continuer à progresser dans le domaine qu'on aura choisi. Donc, moi également, c'est pareil. Hein, je ne sais pas, j'avais des boosters, j'avais le papa qui disait toujours, écoute, il faut toujours chercher à aller de l'avant, toujours donner le meilleur de soi-même, la famille aussi. J'ai pas souvenance d'un oncle qui disait non, mais à tout moment, ce qu'il disait par contre, c'est vrai, il faut toujours chercher à évoluer sur le plan professionnel, mais n'oublie pas que tu as besoin d'avoir une vie de famille pour t'équilibrer. Donc, à un moment donné, c'est vrai, il ne faut pas être caillé. Il faut aussi lever le nez pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à côté qui veut faire du sérieux avec toi pour ne pas rater des opportunités. Voilà, donc bon, vraiment on essaie comme moi je pense qu'on est dans la même dynamique, on essaie d'allier les choses pour que ça aille. C'est pas toujours évident, mais on peut dire qu'on est peut-être chanceuse parce que tout le monde n'a pas ça. Il y a des idées reçues aussi qui laissent entendre que la femme qui allait à l'école est autoritaire au niveau du foyer. C'est pas un modèle quand même. Les femmes qui sont allées loin à l'école. Vous savez aussi, il y a l'éducation qui est là. Hein. On a une éducation de base et on sait où est la place de la femme. Et c'est pas parce qu'on a fait des études, on a un certain nombre de diplômes qu'on pense. À la maison, vraiment, les rôles sont assez clairs. Et en tant que femme, il faut énormément de respect pour son conjoint, il faut s'occuper des enfants et tout. Donc on n'est pas dans... On sait, je pense que... je sais où est ma place, il n'y a pas d'autorité, voilà, il n'y a pas de capitaine dans un bateau, à mon avis. Ça veut dire que les femmes qui ont un certain niveau d'études sont des bonnes femmes aussi de foyer. Là, il n'y a pas de problème. Elles peuvent, voilà. S'ils commencent à avoir deux têtes, ça peut être assez difficile pour avoir la paix dans le foyer. Donc, ce que je peux ajouter, c'est qu'on est peut-être volontaire, parce qu'on a dû donner des coups de coude pour arriver et tout, on s'est vraiment battu, mais au finish, on connaît notre place à la maison. Être mère, je sais pas comment je vais dire ça. Je ne me voyais pas autrement en étant médecin que d'ajouter aussi la casquette de mère, la casquette d'épouse. Pour moi, ça se complète. Ça se complète et on essaie de faire avancer les choses ensemble, quoi, parce qu'on en a besoin. Des centres de santé, de la famille, il y a d'autres activités que le professeur mène. Une association ou vous militez dans des organisations? Une association, des organisations... on fait beaucoup de choses en fait, mais toujours un peu dans le domaine de la santé. Voilà, parce que c'est vrai, il y a l'hôpital. Il
il y a l'université. Si on ajoute la Société burkinabé de rhumatologie, il y a une revue derrière. Il y a la Société africaine. Où, voilà, on est dans plusieurs domaines, mais peut-être pas toujours un peu dans la santé en fait. Et voilà, c'est toujours des associations, mais orientées santé. Dans la société, qu'est-ce qui est fait concrètement déjà? Que ce soit la société africaine ou la société burkinabé. La société burkinabé. Vous êtes aussi responsable de la société africaine? Je suis secrétaire générale dans la société africaine qui prend un peu l'Afrique francophone, l'Afrique noire francophone, si on veut. Voilà, quelles sont les activités qui y sont menées? Ben, on fait des activités de sensibilisation, de communication, on organise des congrès. Et c'est déjà pas mal. Par exemple, le 12 octobre, la journée mondiale du rhumatisme, on organise une série de consultations. Il y a un certain nombre de conférences durant toute l'année. Il y a voilà, de l'enseignement derrière cette société-là à organiser. C'est déjà pas mal. Vous êtes dans des associations ou organisations également? Oui, moi également. Du domaine médical? Oui, il y a la Société de neurologie burkinabé, dont je suis la trésorière, et il y a la Ligue de lutte contre l'épilepsie du Burkina Faso également, dont je suis la vice-présidente adjointe. Donc, dans le cadre de ces sociétés-là, on va vers les populations. Notre premier travail, c'est aller vers les populations pour parler de tout ce qui est pathologie neurologique. On organise des activités de consultation gratuites. L'année se passée, par exemple, on était à Combisserie, on a rencontré les élèves de la CEP de Combisserie pour essayer de leur parler de l'épilepsie. Qu'est-ce que c'est que l'épilepsie? C'est pas contagieux. Voilà, donc on a aussi du social, même si c'est du social qui est intégré dans une activité médicale, voilà. Parce qu'on va vers les populations, on essaie vraiment de parler de nos spécialités, d'attirer l'attention des populations, par exemple, sur ce que c'est que l'hypertension artérielle. On a mené beaucoup d'activités avec les retraités, par exemple, d'Antoine Nanga, ainsi de suite. Si on en parle peu, mais c'est un véritable problème aussi de santé publique qui touche quand même un nombre important de Burkinabés. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la population qui est touchée par cette maladie? Alors, on n'a que des données hospitalières, parce qu'une idée de la population touchée, mais déjà en neurologie, c'est la deuxième cause de consultation après les AVC. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelque chose qui est important, surtout en matière de neuropédiatrie. L'un des motifs de consultation les plus fréquents, c'est ça. C'est les crises convulsives chez l'enfant. Voilà. Fortement impactées par cette maladie. Nous avons des femmes qui souffrent de l'épilepsie, nous avons des femmes qui ont fait des AVC, mais bon, c'est surtout les enfants qui souffrent de l'épilepsie. L'épilepsie, c'est beaucoup plus l'enfant. Les sujets adultes qui le font, c'est généralement les personnes qui ont eu des traumatismes crâniens, voilà, qui ont eu des maladies du système nerveux, notamment du cerveau, qui ont permis qu'après il y ait des crises qui s'installent. Quelle est la place du sport dans le quotidien du procès absent-ré? Parce que vous, les médecins, vous nous conseillez chaque fois de pratiquer le sport. Est-ce que le sport a une place dans votre quotidien? Bon, pour dire vrai, on s'était imposé le sport 2 fois par semaine. Mardi et jeudi, on essayait d'aller marcher à la descente. Le problème, c'est la discipline qu'on n'a pas pour pouvoir être régulier. Sinon, on essaye. On essaye, sauf que ce n'est pas très régulier. Et j'avais pris la résolution peut-être d'aller en salle. Peut-être que ça va être un peu plus motivant. Sinon, on l'a fait avec des collègues, en quittant ensemble, c'était motivant. Bon, après, c'était la marche. Oui, moi, le sport, là, c'est la marche. Je sais marcher, je ne sais pas courir, je ne sais pas faire autre chose. Et voilà. quel est le sport le plus indiqué pour résoudre les problèmes rhumatologiques? Tous les sports... c'est adapté en fait. Il faut une activité physique adaptée aux problèmes du malade. On ne peut pas mettre une croix sur un sport de façon spécifique. Tout dépendra de l'affection que la personne va présenter. Mais personnellement, c'est la marche que je fais. Voilà, j'essaye. C'est pas régulier, mais j'essaye de faire. Et même que pour essayer de maintenir, de ne pas trop rater avec les applications dans le téléphone,
Il y a sur YouTube, on peut mettre 30 minutes de marche et puis on essaie de faire à la maison. Là aussi, on l'a essayé. Avec les enfants, on le fait, sauf que bon, c'est juste la régularité maintenant qu'il faut, quoi. Il y a beaucoup qui nous demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes de l'arthrose qui sont quand même très importants. Voilà. Selon la localisation de l'arthrose, par exemple pour la colonne vertébrale et même pour peut-être le genou, la natation, c'est bien parce qu'on n'a pas l'effet de la pesanteur. Donc on arrive à faire un certain nombre d'exercices contre pesanteur et c'est très bien, notamment pour la colonne vertébrale où c'est la cause la plus fréquente des consultations en rhumatologie. Après, selon les autres localisations aussi, marcher aussi, c'est bien. Okay, vous allez nous dire, parce qu'il y a des questions aussi qui nous reviennent, pourquoi la prolifération ou bien la recrudescence de cette maladie-là? Parce qu'il y a beaucoup qui en souffrent, l'arthrose. L'arthrose. Tout à fait. Je pense que c'est peut-être les mesures d'hygiène aussi qu'on n'a pas. Puisque souvent, on ne sait pas quelles sont les bonnes postures à adopter. Je prends le cas toujours du rachis lombaire. Quand vous regardez, par exemple, depuis tout petit, la petite fille, quand elle balaie, vous voyez nos balais traditionnels en flexion, ce n'est pas très bien pour le dos. Le linge, on le fait en flexion. C'est pas très bien pour le dos. On a tendance à soulever des charges lourdes sans tenir compte du dos. C'est pas bien. Il y a l'effet du poids aussi, parce qu'avec l'industrialisation, vous voyez qu'il y a un peu plus d'obésité, un peu plus de... Donc cela fait que bon, le poids n'est pas très bien pour les articulations, parce que c'est la charpente, ça supporte les os, les articulations, supporte le poids du corps, et quand la charge est importante, bon, ils prennent un coup. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui favorise l'arthrose en fait. Docteur, vous pratiquez les sports souvent? Non, pas régulièrement. C'est le même problème avec elle. Sinon, on avait une équipe dynamique avec mes coépouses et une de mes amies, mais c'est trouver le timing pour se retrouver. Parfois, elles sont déjà opérationnelles pour aller faire la marche. Et nous, on n'est même pas encore rentrés parce que voilà, ou quand on rentre, on a d'autres contraintes. C'est vraiment la régularité. Sinon, on exhorte vraiment la population à se donner du temps pour avoir une activité physique régulière. Voilà, c'est très important pour ne pas rester sédentaire. Quels sont vos bons et vos mauvais moments dans la pratique médicale? Est-ce que vous avez des souvenirs à nous partager? Les bons moments, c'est quand un patient qu'on avait jugé quasiment incurable ou autre arrive à se lever après. Et j'ai le souvenir d'un monsieur, c'était nos débuts à Yalgado, on était toujours à Yalgado. Il avait des destructions un peu partout de ses os. Et on a dit non, là c'est pour peut-être un cancer, voilà, et tout ça, c'était assez diffus. Et bon, à un moment donné, ça n'évoluait pas bien, il était toujours en hospitalisation. On a refait le point, on a vu un peu quelques poches de pus, on s'est dit, ah, peut-être que ça peut être une infection, c'est peut-être la tuberculose, peut-être. On a débuté le traitement parce qu'on ne pouvait pas faire tous les prélèvements. Le monsieur, quand il me croise en circulation, maintenant, il me salue. Alors qu'on était allé lui dire, non, monsieur, bon, voilà, c'est fini. Et à la fin, bon, quand on l'a mis sous traitement, il va bien maintenant. Quand il passe à Bordeaux, même voir un malade, il vient me dire bonjour pour me rappeler à chaque fois que, bon, voilà, vous m'avez condamné. Il y avait une dame comme ça aussi. C'était l'os, la tuberculose de l'os. Quand on a fait le prélèvement, il a dit, ah, c'est peut-être un cancer. Bon, le résultat était plutôt en faveur de quelque chose, un cancer. Et à la fin, bon, en attendant, elle a été mise sous traitement en pensant à quelque chose d'infectieux. Et après ça, elle a fait un bébé, elle va bien, c'est même la cousine d'un médecin. C'est des cas comme ça qui sont quand même assez encourageants parce que dans certains diagnostics, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et puis, bon, c'est des cas qui sont encourageants. Maintenant, les cas difficiles, c'est chaque fois qu'on perd un patient. C'est assez lourd quand même. Voilà. Vous, à votre niveau? Oui, c'est la même chose. Moi, dans le domaine de la neuropédiatrie, c'est des enfants généralement qui ont des retards dans les acquisitions, qui marchent tard, qui ne s'asseyent pas. Donc, toutes les fois où une maman revient en consultation avec son enfant et peut me dire « Tiens, docteur, mon enfant marche », c'est une grande joie. Il y en a qui font des vidéos
qui m'envoient « Ah, mon bébé marche » et puis on voit l'enfant tata qui marche, donc c'est vraiment source d'une grande joie. Et les patients épileptiques aussi, chez qui on arrive à arrêter les traitements, qu'on suit sur du long cours et qui ne reviennent plus pour les crises, ça te donne de la motivation pour continuer le combat, comme je dis. Maintenant, voilà, il arrive que malheureusement, on perd des patients et ça, c'est parfois difficile à accepter, mais on fait l'effort d'accepter. On fait l'effort aussi d'accompagner les parents, parce que si nous, médecins, déjà, on se dit non, non, on ne fait pas avec, on ne va pas passer le bon message aux familles. Donc, c'est dire aux familles, écoutez, c'est vrai, l'issue n'a pas été favorable, on le déplore, mais voilà, il faut qu'on essaie de se relever pour aller de l'avant. Ok, après une belle carrière académique bien réussie et puis une vie professionnelle aussi qui est quand même réalisante, et une vie de famille qui est un modèle, est-ce qu'on peut dire que vous êtes des femmes épanouies? Professeur, on commence par vous. Est-ce que Madame Zabsori, ici Madame Zabsori est une femme bien accomplie, épanouie, accomplie et épanouie? Oui, je pense, hein, oui. Je dirais oui. En termes d'objectifs de vie, bon, on a un travail qui nous permet de vivre décemment. On a surtout une famille qui nous soutient. Et puis, je pense que oui, sur le plan social, on peut dire qu'on est épanoui. Moi, parlant de mon cas, je peux dire que je suis épanouie parce que j'ai la chance quand même d'avoir un époux, des enfants qui m'épaulent, et même au-delà d'eux, il y a toute la famille. C'est pas que la famille nucléaire. Quand je dis famille, il y a à la fois la grande famille, même les voisins, les amis qui représentent maintenant, voilà, une deuxième famille pour nous. Et oui, je pense que je peux répondre oui à la question. Moi aussi, c'est également oui. Alors, déjà, la vie, elle est faite de haut et de bas. Donc, on ne peut pas dire que tout le temps c'est rose, mais quand on fait le bilan, c'est positif. Voilà, on arrive à relever les challenges. Dieu merci, ce que je dis toujours, on a la grâce de la santé et ça, c'est pas monnayable. Nos enfants vont bien. Voilà, donc on arrive quand même à... On trouve une source de joie. Donc déjà, ça seulement, ça suffit à faire de nous des femmes épanouies. Voilà. À la fin de cette émission qui était consacrée à rendre hommage à la femme spécialiste de santé. Merci à nos intrépides professionnels de santé, à savoir le professeur Louen Lassida Zuel, Stéphanie Zabsori, Netiendre Bego, rhumatologue au CHI Yalgado Ouedraogo, par ailleurs, Bogodogo plutôt, et par ailleurs président de la Société burkinabé de rhumatologie, et docteur Wendlamita Julie Adeline Kielem, Kafando Kielem. Voilà, vous êtes neurologue, épileptologue, j'arrive cette fois-ci à prononcer bien, et neuropédiatre au CHI Yalgado Ouedraogo. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.